Si un jour vous avez l'occasion ou la chance de faire le marathon de New York, eh bien vous serez amené à transiter sur le fameux pont de Verrazzano. Vous devrez le parcourir sur plus de 4 km. Telle est sa longueur, 4160 mètres. Eh bien, ce fameux pont de Verrazzano se situe à l'entrée du port de New York. Il barre en quelque sorte l'entrée du port de New York, mais il est tellement haut, son tablier se situe à plus de 69 mètres au-dessus des flots, que les plus grands navires peuvent passer dessous, même le Queen Mary 2. Mais qui fut ce fameux Verrazzano qui a donné son nom à ce magnifique pont? Giovanni da Verrazzano était un navigateur florentin qui a été commissionné, commandité, par le roi de France François Ier pour aller explorer et cartographier toute la côte est de ce qui était alors, disons, le continent américain. Il bénéficiait pour cela du soutien logistique d'un grand armateur diepois, Jean Angot. Giovanni da Verrazzano partit donc de Dieppe en 1523 et il remonta toute la côte est de l'Amérique du Nord, depuis la Caroline du Nord jusqu'à la Nouvelle-Écosse, ce qu'on appelle aujourd'hui la Nova Scotia, et aussi jusqu'à Terre-Neuve, qui se situe à peu près au même niveau. C'est à cette occasion qu'il put pénétrer et découvrir le site de la baie de New York, et il fut le premier Européen à pénétrer dans ce fameux site de la baie de New York, qu'il nomma, à qui il attribua le nom de Nouvelle-Angoulême. Pourquoi ce nom de Nouvelle-Angoulême? En référence à son bienfaiteur et financier, François Ier, duc d'Angoulême. Malheureusement, ce soutien ne put pas durer longtemps, car l'année d'après, la découverte du site avait eu lieu en 1524, et l'année d'après, en 1525, eh bien, François Ier fut capturé, fut fait prisonnier à la bataille de Pavie, qui représenta pour lui une cuisante défaite. Autrefois, la première chose qu'on apprenait aux petits-enfants dans les écoles, c'était 1515, Marignan, grande victoire des armées françaises, en l'occurrence celle de François Ier. En 1515, François Ier avait triomphé à Marignan. Pourquoi cette bataille de Marignan? Parce que François Ier avait une arrière-grand-mère, une dame qui portait le nom de Valentina Visconti. Or, les Visconti, c'est la célèbre dynastie des ducs de Milan, auquel d'ailleurs avait succédé à cette époque-là, donc déjà en 1515, les Sforza. Quoi qu'il en soit, du fait de cette ascendance, François Ier estimait avoir des droits sur le Milanais. Il se proclamait duc de Milan, il était d'ailleurs en fait plus ou moins reconnu comme tel, et il avait donc décidé d'aller faire valoir ce droit et de récupérer par la force militaire donc son bien. Le Milanais, on peut dire en quelque sorte la Lombardie actuelle. Il avait donc franchi le mont Genèvre à la tête d'une armée de 30 000 hommes, et il avait triomphé à Marignan, mettant donc en fuite les mercenaires suisses de son adversaire. Mais 10 ans plus tard, les choses se passèrent différemment. Entre-temps, en 1523, une sorte de rébellion avait eu lieu, et les soldats, ce qu'on appelait les impériaux donc de Charles Quint, l'empereur Charles Quint, avaient à leur tour envahi donc le Milanais, et ils avaient donc repris le Milanais à François Ier. Celui-ci décida donc, contre les conseils avisés et éclairés de sa mère, Louise de Savoie, duchesse d'Angoulême, il décida donc d'aller reconquérir ce qu'il estimait être son bien. Il franchit donc à nouveau les Alpes, mais là, la chose se passa très mal pour lui. Il se retrouva sous les murs de Pavie, la ville au Centaure, et il eut à affronter
une troupe assez cosmopolite, composée d'Italiens, d'Espagnols, de Suisses et d'Allemands. Et quoique hétéroclite, cette armée le défie complètement. Il est vrai qu'il avait commis une grosse erreur de stratégie. Et donc en 1525, à Pavie, François Ier fut capturé. Il dut être transféré dans diverses prisons d'Italie et d'Espagne, et sa captivité dura presque un an. Pour en revenir à Giovanni da Verrazzano, navigateur florentin, il bénéficia donc, heureusement pour lui, malgré la défection de François Ier, du soutien d'un de ses oncles, un célèbre banquier florentin, Guadagni, de la dynastie des Guadagni. Il entama alors un deuxième voyage qui devait l'amener en Asie, mais ce voyage-là se passa mal. Ces 3 navires furent pris dans une terrible tempête au large de Madagascar. Un des navires fit naufrage, les 2 autres, avec à leur bord Giovanni da Verrazzano lui-même et son frère, durent rebousser chemin et revenir à Dieppe en passant par le Brésil. En 1528, un 3e voyage eut lieu. Et là, cette fois-ci, Giovanni da Verrazzano partit de Dieppe pour aller aux Antilles, exactement du côté de la Guadeloupe. Et c'est là que, malheureusement, il trouva la mort. Il trouva la mort dans des circonstances extrêmement étranges. Giovanni da Verrazzano avait écrit dans le rapport qu'il rédigeait quotidiennement qu'il considérait que les Indiens étaient une race supérieure. Il trouvait les Indiens gentils, entre guillemets. Et d'ailleurs, plus de 30 ans auparavant, Christophe Colomb avait fait à peu près la même observation. Mais Christophe Colomb avait cependant été un peu plus nuancé. Il avait remarqué que les Indiens étaient certes globalement gentils, entre guillemets, mais que malgré tout, il y avait parmi eux des tribus anthropophages. Et malheureusement, c'est une de ces tribus anthropophages que le hasard mit sur la route de Giovanni da Verrazzano. Et c'est par la suite de ce funeste hasard que Giovanni Verrazzano termina sa vie dévoré par des Indiens anthropophages. On situe le lieu approximatif de ce drame du côté de la Guadeloupe sans avoir de précision vraiment parfaite. Ainsi périt Giovanni da Verrazzano, dévoré par des Indiens anthropophages.